Bonjour tout le monde. J'aimerais d'abord vous redire ma profonde tristesse devant les événements qui font que je ne suis pas avec vous aujourd'hui. Je pense à vous régulièrement et évidemment, je vous souhaite bon courage pour la suite des choses. Je suis tenté d'introduire ma communication par une présentation personnelle, ce qui est peu habituel, je sais, mais à mon avis nécessaire pour que vous compreniez bien qui vous parle ici aujourd'hui. Car je suis d'une espèce, certains diront d'une engeance un peu particulière, c'est-à-dire arrivé à la profession par la bande, si je puis dire. On m'a engagé comme professeur sur la base de mon travail d'enseignant à titre de chargé de cours, mais surtout à titre d'écrivain, accordant une certaine valeur à mon travail d'écriture pour lequel on m'a octroyé ce qu'on appelle chez nous une équivalence de doctorat. Alors je suis, je crois, en ce sens, assez bien placé pour aborder le sujet de la place des artistes et des écrivains dans l'institution universitaire, en ayant goûté, je dirais, tous les avantages et subi aussi certains irritants. L'intégration des praticiens dans l'organisation académique impose, si nous regardons ça de manière, je dirais, générale, une redéfinition du modèle heuristique. J'allais dire scientifique, mais ce mot m'apparaît trop restrictif et on verra peut-être plus tard pourquoi. Cette nouvelle donne implique l'instauration de nouveaux paradigmes et la remise en question de certains principes chers à l'institution. Un peu comme lorsque les sciences sociales se sont émancipées tout au long du siècle dernier, les artistes et les écrivains mettent dans la balance un modèle d'accès au savoir dont les fondamentaux sont encore à définir, mais que nous savons révolutionnaires en ce sens qu'ils ne s'inscrivent pas dans ce qui existe déjà dans l'institution. Déstabilisée, mais toujours soucieuse, dans le fond, de demeurer fidèle à ce qui, à chaque époque, la fait grandir, l'université entreprend une forme de négociation avec les artistes et les écrivains pour leur permettre d'y entrer. Or, cette intronisation semble devoir passer par deux voies distinctes. Soit l'université devient le lieu d'une théorisation de la pratique, soit elle considère la pratique comme une catégorie particulière du savoir. Une troisième voie pourrait être mise de l'avant, et elle rebute de moins en moins, j'irais, soit celle de tenir l'université pour un lieu non seulement de formation et de recherche, mais aussi de création. Ça est d'ailleurs en passe de devenir une expression consacrée dans mon université, présentée par la haute direction dans toutes ses interventions publiques comme un espace de formation, de recherche et de création. C'est de cette manière donc qu'on présente mon université dans les cérémonies officielles. Dans ce marché que concluent les universités avec les artistes et les écrivains, chacun y trouve son compte. C'est-à-dire que l'université, par une augmentation des inscriptions et une diversification de son offre de formation, et les artistes et les écrivains, par une bonification évidemment de leurs moyens de subsistance, et l'accès à un espace de transmission des connaissances et des savoir-faire selon des modèles qui pourraient s'apparenter à celui des compagnons, par exemple. Je dis que chacun y trouve son compte, mais chacun y assume aussi sa part de risque. Pour les artistes et les écrivains, le danger peut prendre la forme d'une subordination de l'élan créateur à un canevas théorique qui leur ferait créer des œuvres à thèse, ou en tout cas portées par un accès d'intellectualisation. En littérature et dans le domaine de la fiction narrative en particulier, certains critiques parlent de romans étudiants, et là je mets des guillemets, de romans étudiants ou de romans universitaires pour désigner ce type d'œuvre. Cette manière de voir les choses est encore présente dans nos programmes de création, comme si l'artiste et l'écrivain, parce qu'inscrit à un programme de formation universitaire, devait nécessairement se soumettre à un modèle ou à une méthodologie propre à la démarche scientifique, alors que l'acte créateur s'épanouit justement et devient en cela recherche, dans l'absence ou même la contestation des modèles. L'artiste et l'écrivain dont l'activité créatrice s'inscrit et se déploie dans l'institution a aussi à faire face au double regard que pose et l'institution et la société sur ses productions artistiques. Je vais me permettre ici une anecdote plus personnelle. Quand je publie un roman,
il arrive que la même remarque prenne la forme d'un reproche ou d'un compliment, selon celui ou celle qui me la sert. Pourrions résumer le commentaire de cette manière. Monsieur Beaulieu, vous n'avez pas écrit un roman universitaire. À l'intérieur de l'institution, la remarque devient dénigrement. À l'extérieur de l'institution, dans les médias et chez les lecteurs, on me l'offre comme une fleur pour me complimenter. C'est pour dire. Un autre risque pour l'artiste ou pour l'écrivain, c'est que ses charges d'enseignement ou administratives finissent par l'empêcher de créer. Nous pourrons discuter de ça une autre fois, même s'il serait intéressant de développer, puisque tout ça est lié, évidemment. Disons simplement ici que son lien d'appartenance avec l'institution universitaire est essentiellement matériel et utilitaire et n'implique pas, en tout cas, du moins ne devrait pas impliquer l'adhésion à un modèle scientifique de la recherche. Pour l'institution, plutôt que de parler de risque, j'utiliserai le mot inconfort. Un inconfort qu'elle partage avec les professeurs et les étudiants et dont j'aimerais faire ici l'éloge. Si j'avais à donner un titre à cette partie de ma présentation, ce serait, n'en déplaise à certains, pour en finir avec les théories de la création littéraire. Je laisserai à d'autres le plaisir de traiter de ce sujet pour ce qui concerne les autres formes d'art, pour me concentrer sur la pratique de la création littéraire en milieu universitaire, car je considère que la question peut se poser autrement pour certaines disciplines artistiques. Celui qui aborde la littérature comme un système peut envisager l'élaboration d'une œuvre littéraire comme la concrétisation d'un projet théorique ou heuristique. Cela suppose la mise en place d'un ensemble d'idées, de concepts, ayant pour objectif de définir et de décrire une pratique, et de tirer de cet exercice une méthode, vue comme l'ensemble des règles à respecter pour accéder à la connaissance propre au domaine étudié. Ainsi entendons-nous parler parfois, surtout à l'université, de théorie de la création ou de méthodologie de la création. Dans le cas qui nous occupe, cela voudrait dire la capacité à développer un appareillage théorique qui permettrait à celui qui en possède les codes et en saisit les subtilités de créer une œuvre littéraire de qualité. Cela induirait par ailleurs que celui qui ne posséderait pas ces connaissances n'arriverait jamais à créer quoi que ce soit de valable puisque les fondamentaux de son domaine lui feraient défaut. Logiquement, nous devrions en déduire que celui qui ne serait pas passé par l'université pour acquérir le bagage théorique nécessaire à la création d'une œuvre littéraire de qualité en serait de facto disqualifié. Nous savons tous que les choses ne se passent pas de cette manière et que si nous voulons réfléchir à l'acte de création dans le domaine de la littérature, nous devons inverser les pôles et questionner autrement l'apport de la théorie, si un tel apport peut exister, à la pratique de l'écriture. Car qu'en est-il exactement quand vient le temps de créer de la vie là où il n'y avait rien, avec le seul appui des mots? Je pars du principe que la littérature, davantage qu'une extension du langage, est une extension de la vie, et que sans cet ancrage, elle ne vaut pas grand-chose. Il s'agit d'une posture assumée, revendiquée, qui me définit à la fois comme écrivain, comme lecteur, mais aussi comme professeur. L'écriture n'est donc pas pour moi un projet, une expérimentation au sens scientifique du terme, la mise à l'épreuve, par exemple, d'une hypothèse, ou la concrétisation d'une idée ou d'une théorie, ou l'exploitation d'un thème. Elle vient avant la pensée organisée, avant le schéma, avant l'argument. Elle s'appuie sur un savoir-faire et une manière particulière d'utiliser le langage, ce qu'on appelle le style, mais se déploie dans une sensibilité et la faculté d'empathie de l'écrivain, soit sa capacité de se mettre intuitivement à la place de son prochain, de ressentir la même chose que lui, de s'identifier à lui. Ça, c'est la définition que peuvent en donner certains dictionnaires. La littérature comme objet d'étude et envisagée comme une science peut intéresser le chercheur, récepteur situé, je dirais, en aval du texte, mais comme écrivain, je me situe en amont du texte, donc dans l'avant-texte, qui est un lieu d'inconsistance, un lieu de bouillonnement. Pour l'écrivain, penser la littérature n'est pas une forme imposée, et il peut même arriver qu'un accès de réflexion tue l'écrivain.
J'ai rencontré ça chez certains de mes étudiants. La pensée de l'écrivain prend la forme d'une esquisse dont l'organisation ne répond pas au modèle scientifique et tend le plus souvent à la dispersion plutôt qu'à la spécification, en s'appuyant paradoxalement sur la subjectivité plutôt que de viser l'objectivité, bien que nous sachions évidemment que l'objectivité est un leurre même dans le domaine des sciences. La pensée de l'écrivain donc tisse des liens, mais se permet aussi des errances, des apartés, des circonvolutions. Des concepts chers aux sciences comme la reproductibilité lui sont étrangers, chaque expérience de lecture, d'écriture étant unique. Donc, la question qui nous intéresse est donc la suivante. Comment penser le littéraire du point de vue du créateur, partant du principe que toute œuvre amène avec elle sa propre théorisation en acte, si on veut, s'il faut absolument employer le mot, bon, ce serait à peu près l'expression que je privilégierais. Évidemment, vous aurez compris que je suis du côté de la préservation de l'insécabilité de l'étudiant créateur, que je considère, quand il entre aux études supérieures en création littéraire, comme un écrivain, accompli ou en devenir, qui demeure écrivain tout au long de la rédaction de toutes les parties de son mémoire ou de sa thèse. On peut lui demander de penser le littéraire, les œuvres qu'il produit ou celles des écrivains qui ont écrit avant lui, sous un angle ou sous un autre, mais jamais nous devrions lui imposer de renier dans sa voix ou dans ses manières de dire les choses sa nature première, sa nature essentielle, ontologique même, de créateur. Pour parler de manière simple, à titre de représentation de mon propos, j'ai tendance à proposer la proscription du nous distanciatif, ce qu'on appelle aussi le nous de modestie dans la partie réflexive du mémoire ou de la thèse en création, puisqu'il s'agit d'un procédé non seulement artificiel, mais inadapté, à mon sens, à la vision, en tout cas à la vision que moi j'ai de la nécessaire congruité entre les diverses parties du texte. Or, il est aisé d'imaginer l'ampleur de l'inconfort de l'institution devant cette vision des choses qui aborde la littérature comme un art et non pas comme une science. L'institution donc peut réagir de deux manières, soit en se définissant comme un lieu de pouvoir, de normalisation et donc de censure, ça va ensemble, soit en s'adaptant pour créer des lieux d'expérimentation susceptibles de faire naître l'inédit, en offrant à ses professeurs et à ses étudiants créateurs la liberté nécessaire à l'émergence d'une parole unique, d'une parole originale. En une phrase, en acceptant le principe que la recherche en art, c'est l'art. Nous avons une expression chez nous qui dit qu'il faut que les bottines suivent les babines. Pour l'institution, cela signifie qu'elle doit trouver le moyen de reconnaître une pratique qui n'appartient pas au modèle habituel et d'inscrire cette reconnaissance dans ses programmes d'études, en particulier au cycle supérieur, ainsi que dans la chaîne évolutive de la carrière universitaire. Cela se voit aujourd'hui chez nous. Cela s'est déjà vu aussi chez vous, je veux dire en France. Si je ne me trompe pas, mais là, vous pourrez me corriger, je crois que Bourdieu et Barthes, par exemple, n'ont pas de thèse. Même s'ils étaient professeurs d'université, Bourdieu, Foucault, Deleuze, Derrida même, ont participé, je dirais, au développement de la pensée, j'allais dire en dehors, en tout cas dans la marge du milieu académique. Assumer donc l'inconfort que ça représente, s'en faire un allié dans la déclinaison des cursus et l'élaboration des mémoires et des thèses en création. Refuser la normalisation des formations, qui passerait par exemple par une définition péremptoire du concept de recherche-création. J'imagine que vous allez y revenir et je suis encore triste de ne pas être avec vous pour pouvoir participer à cette discussion. Je trouve stimulant le fait que nous œuvrions dans un domaine encore jeune, car cette terre toujours à défricher nous garde actifs et allumés, pour autant que nous choisissions de rester ouverts, capables de défendre notre vision des choses sans nous fermer à ce qui s'exprime dans le grand tâtonnement collectif qui nous anime. Cette ouverture nous amène à accueillir plusieurs formes de mémoire ou de thèse en création. J'aimerais conclure cette communication en abordant succinctement la question de la finalité de la formation universitaire en création littéraire selon les cycles. Je veux dire ses défis, ses perspectives. Alors, que formons-nous dans nos programmes? Quelle sorte d'étudiants formons-nous? Des étudiants
d'horizons divers qui auront développé leurs compétences langagières. Ouais. Des écrivains, ouais. Des professeurs d'université. Au premier cycle, chez nous, en tout cas, on essaie de poser les jalons et de susciter l'émergence du style, de la voix. À la maîtrise, master, l'auteur apparaît plus clairement. Il arrive qu'il soit déjà là au premier cycle, mais c'est plus rare. En tout cas, à la maîtrise, on lui permet de s'épanouir. L'étudiant inscrit à la maîtrise en création poursuit deux objectifs: publier et le plus souvent enseigner, principalement dans le réseau des collèges que nous appelons ici les cégeps. Mais qu'en est-il du doctorat? Et c'est ici que les choses se corsent, car je dirais, les perspectives d'avenir pour les doctorants en création littéraire sont tributaires de la reconnaissance par l'institution de ses propres diplômés. Vous me direz que je suis mal placé pour m'en plaindre, n'étant moi-même pas issu de cette filière. Cela ne m'empêche pas de m'interroger lorsque je regarde des postes de professeurs susceptibles d'être octroyés à mes diplômés et dont la description ne fait que très rarement référence à une formation spécifique en création littéraire. Alors je crois que nous devrons poursuivre le travail de ce côté pour que ce que nous défendons et portons en nous, c'est-à-dire une certaine vision de la liberté, et ce que nous attendons de nos institutions, soit qu'elles deviennent un lieu d'épanouissement de cette liberté, nourrissent nos productions, nos collaborations et nos échanges futurs. Alors voilà, je vous salue tous et toutes. Amitié.